Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les difficultés du grand oral, en s'appuyant sur les constats de Florence Clarix et Miguel de la Montaille. Leur analyse est vraiment intéressante parce qu'ils ont cette double casquette, préparation en classe et jury d'examen. Notre but, c'est simple, identifier les pièges les plus courants pour essayer de comprendre comment les éviter. Alors oui, les exemples viennent de la physique-chimie, mais franchement, les problèmes soulevés, on sent bien qu'ils sont plus larges. On va se concentrer sur quelques-uns des 11 pièges les plus fondamentaux peut-être. Bon, alors, par où on commence? Le premier point qu'il mentionne, c'est... C'est la problématisation. Enfin, la difficulté à problématiser. C'est le piège numéro 1. Exactement. Souvent, les élèves annoncent un thème, un sujet, mais c'est pas une vraie question qui lance un débat. Il manque cette tension initiale, en fait. Tout à fait. Et c'est crucial parce que, comme le disent les auteurs, sans problématique, pas d'argumentation possible. On tombe dans la restitution pure. Oui, c'est ça. Et le jury, lui, ce qu'il veut évaluer, c'est la capacité à raisonner, à argumenter, pas juste réciter une fiche. Ne pas problématiser, c'est un peu partir sans boussole, quoi. Hum. Et ce manque de problématisation, ça mène souvent à un autre souci, le piège de Lac. On confond son opinion, le fameux «moi je pense que», avec un argument qui est vraiment construit. Les auteurs rappellent une structure toute simple mais efficace, une affirmation claire, une preuve pour la soutenir, et puis un lien logique qui relie le tout à la question posée. Simple, mais pas si facile à mettre en œuvre, apparemment. Non, et ça se voit surtout avec le piège 4. Le manque de preuves concrètes. C'est flagrant, surtout en sciences. On entend des généralités, les lois de la physique, une réaction chimique. Oui, des concepts un peu généraux. Voilà. Mais sans jamais donner le détail qui montre la maîtrise. La formule exacte, un chiffre précis, un exemple concret, un schéma, bref, ce qui prouve qu'on sait de quoi on parle. D'accord. Et les évaluateurs, d'après les notes, sont très clairs là-dessus. Ils disent un truc du genre un argument sans preuve. Ça n'existe pas, la parole est creuse. Et ils ajoutent que le manque de précision technique, c'est vraiment un signal de non-maîtrise. Les connaissances, elles doivent servir l'argumentation, elles ne sont pas juste là pour décorer. C'est très clair. Et il y a un autre piège, le numéro 3, qui est presque un paradoxe, non? Cette confusion entre bien savoir son texte et réussir à convaincre. On voit l'élève qui, visiblement, beaucoup travaillé, qui connaît son texte par cœur, mais la façon de le dire est mécanique, le regard un peu vide. Ça fait récitation. Oui, l'effet récitation. C'est ça. Et la question, c'est est-ce qu'on cherche à être un acteur qui dit un texte ou un orateur qui défend une idée, qui essaie de convaincre? Mhm. Parce que le jury, lui, il ne s'y trompe pas. Le document est cash, un texte parfaitement récité est un échec. Ce n'est pas la mémoire qui est évaluée, mais l'agilité intellectuelle, la capacité à s'approprier le sujet. Exactement. Et cette différence entre réciter et argumenter, elle devient souvent très très visible dans la deuxième partie de l'épreuve, l'échange. C'est le piège 6. Ah oui, l'échange avec le jury. Voilà. L'exposé peut avoir été correct, même fluide, mais c'est pendant les questions que les failles apparaissent. On voit parfois de la panique face à l'imprévu, ou alors des réponses très courtes qui éludent un peu. Ou le contraire, un monologue qui ne répond pas vraiment. Oui, ou un monologue confus. C'est vraiment le moment de vérité en quelque sorte. Le jury teste pas seulement ce que l'élève sait, mais sa capacité à réfléchir avec ce savoir-là, en direct. C'est plus un dialogue qu'un interrogatoire, en fait. Idéalement, oui, il s'agit de voir si le candidat peut mobiliser ses connaissances pour construire une réponse, pour dialoguer avec le jury. Penser avec ce qu'on sait. Et d'ailleurs, les notes le montrent. Savoir écouter la question, oser demander une clarification, et puis construire une réponse articulée, même si elle n'est pas parfaite, ça montre une maîtrise bien supérieure à un exposé parfait mais rigide. D'accord. Donc, si on résume un peu ce qu'on a vu à travers ces pièges pointés par Clarisse et Delamonte, on comprend que les difficultés, c'est pas forcément un manque de talent oral, Non, pas forcément. c'est plus souvent lié à un manque de méthode, de préparation spécifique à cet exercice qui est à la fois argumentatif et interactif. Comprendre ces pièges, c'est déjà un grand pas. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, on pourrait lier ça au piège 11 qu'ils évoquent, le manque d'esprit critique. Ah oui. Oui. Au-delà de simplement maîtriser son sujet, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est de montrer qu'on a une vraie réflexion personnelle dessus. Comment on montre ça? Par exemple, en osant aborder les limites du savoir qu'on présente. Se demander dans quelles conditions ça marche vraiment. Est-ce qu'il y a des alternatives, des points qui font encore débat?
Montrer qu'on a conscience des nuances, en somme. Exactement. Juste montrer qu'on y a pensé, qu'on a réfléchi aux contours, aux éventuelles controverses. Ça signale une maturité intellectuelle qui est très appréciée. Ce serait peut-être ça l'étape d'après. Pas juste savoir, mais penser avec. Et même un peu au-delà de ce qu'on présente. Une piste intéressante pour ceux qui préparent l'épreuve. Merci pour cet éclairage.